Merci à chacun d'entre vous d'être là. Je réaménage mon territoire à ma façon et on continue à échanger là-dessus. Je vais peut-être me tourner vers vous, Charles Revé. Bonjour. Bonjour. Donc, je rappelle que vous avez été très actif lors de la réforme portuaire 2008, en l'occurrence. Qu'est-ce qui ressort dans les grandes lignes de vos travaux sur le défi de la massification, puisqu'on a commencé à engager justement cette ville-port, le port en tant que ville, en tant que régulateur, en tant que lien sur le reste du territoire? Et écoutez, je suis maritime en tant qu'élu, parce que Seine-Maritime, ça donne déjà l'indication. Bon, il se trouve que j'ai été effectivement le rapporteur en 2008 de la loi Bussereau, et c'est M. de Tinguy a bien rappelé tout à l'heure quel était l'objectif de cette loi. C'est-à-dire, on séparait ce qui était infrastructure et dépend, nous sommes des ports d'État, hein, et donc l'État pouvait s'occuper, et puis tout ce qui est lié à la manutention à caractère industriel et autres, qui devait aller vers le privé. Et c'est ce qui a été fait. Alors j'ai bien entendu tout à l'heure qu'il y avait eu peut-être des conséquences, mais c'est les directives européennes qui obligeaient cela. Il se trouve que nous avons été chargés d'une mission, et j'ai été avec Valérie Fournéron sur l'axe Seine. C'était quelque chose d'intéressant, mais si vous voulez, et nous avions des indications très fortes et une demande très précise du Premier ministre qui disait « La France dispose des ports les mieux placés géographiquement, tout à la fois en Europe du Nord et en Europe du Sud. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ayons un retard aussi important que par rapport aux ports étrangers, que ce soit au nord et au sud ?» Et c'est bien sûr là-dessus que nous avons travaillé. Alors, nous avons présenté 33 propositions, dont certaines ont été évoquées tout à l'heure, fort justement, notamment quand on parle des dragages, notamment quand on parle de ce qui existe et actuellement à Anvers concernant la douane. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça. Mais je crois qu'il fallait aller plus loin. Parce que nous avons pris un retard. On a au moins un atout majeur, c'est que la géographie ne bouge pas. La situation de nos ports reste la même. Alors ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi nous avons pris ce retard par rapport aux autres ports. Et c'est ce qu'on a essayé de proposer dans notre démarche. J'ai le sentiment qu'on n'a pas pris suffisamment la mesure de l'évolution en termes de trafic maritime. Les ports autonomes avaient un hinterland, pour une part, un peu captif, quand on est dans le pétrole, quand on est dans un certain nombre d'équipements, et donc un hinterland non pas limité, mais presque. Alors qu'aujourd'hui, avec la containerisation qui s'est développée, tout a changé. Et quand on est au Havre, M. Martel, et que quand il y a des problèmes sociaux et qu'on voit les bateaux qui passent au large et qui vont à Anvers ou à Rotterdam, ça démontre bien qu'il y a une évolution, et probablement que cela, on ne l'a pas suffisamment pris en compte. Il y a un deuxième aspect, c'est le port, à partir de là, ne vit pas pour lui-même, c'est un moyen de transfert, ça a été rappelé tout à l'heure, et donc, comment se fait l'acheminement en amont ou en aval? Et ça encore, je pense que ça a été insuffisamment pris en compte. J'ai à l'esprit, lorsque la première tranche de Port de Ville a été inaugurée, les trains n'accédaient pas et les barges n'accédaient pas. Soyons clairs. Or, pour qu'un port se développe, il faut que les moyens d'acheminement existent. Et je dois dire qu'encore aujourd'hui. Et alors, du coup, les pistes que vous avez fait ressortir, parce que ces constats-là, il me semble que du coup, tout le monde en fait aujourd'hui. Oui, mais malheureusement, on ne va pas assez loin. Et probablement que doublement les plans actuels qui ont été mis en place ne permettront pas de faire avancer les choses.
Parce que ça bloque en quoi? Ça parce limite en quoi? insuffisamment financé. Et que, quelque part, il n'y a pas eu suffisamment de concertation entre les différents acteurs, que ce soit dans les ports eux-mêmes, et que ce soit avec notamment le ferroviaire ou le fluvial. Il n'y a pas assez de concertation pour justement réfléchir ensemble aux priorités qu'il faut développer. Et je ne vous cache pas, parce que je suis dans la région havraise, et on sait qu'il y a beaucoup d'opposition à la mise en place du futur canal Seine-Nord, parce qu'effectivement, en fonction de la situation qu'on aura su créer, ou bien on peut avoir des atouts qui se développent, ou bien on a le droit d'avoir des craintes majeures pour l'avenir de nos grands ports, que ce soit Rouen, Le Havre, Paris, c'est différent. J'ai bien entendu tout à l'heure que plus de la moitié des conteneurs qui viennent en France, à Paris notamment, viennent plus d'Anvers que du Havre de Rouen. Alors, ça doit nous interpeller. Et dans les suggestions que j'ai faites, parce que je crois qu'il faut agir très vite, on est là pour faire des propositions, voir comment on peut faire avancer les choses, eh bien je crois que par-delà et dans la perspective de la création du canal Seine-Nord, il nous faut réfléchir à un plan à mettre en œuvre très vite, et on prend insuffisamment les moyens, y compris administratifs, qui existent dans la loi française pour accélérer les procédures, c'est-à-dire un plan qui prendra en compte, M. Martel, je vais évoquer la Chatière un peu, donc, parce que quelque part c'est réclamé par l'ensemble des acteurs, et moi je l'avais mis dans mon rapport en 2008, et je l'ai répété dans les différents rapports que j'ai présentés, mais il faut que nous ayons un plan qui prenne en compte, au niveau du fluvial, au Havre, 85% du trafic se fait par la route. Il y a actuellement autour de 2,5 millions de conteneurs. Si demain, et c'est le plan qu'il prévoit, il y en a 4 millions, je ne sais pas comment on va faire. Et le fluvial, c'est 10, 12, 13%, c'est ça à peu près. Et vous dites au Havre 85% par la route, mais c'est à peu près partout comme ça en France. Mais en particulier au Havre. Alors qu'Anvers, c'est 40% pour le fluvial, alors que Hambourg, c'est 40% pour le ferroviaire. Eh bien, il nous faut travailler ensemble à mettre en place un plan. Et j'ai entendu M. Baillet tout à l'heure qui parlait de financement européen. Eh bien, profitons-en pour mettre en place et faire en sorte, parce qu'actuellement, le fluvial, les écluses, ça fonctionne difficilement. Il y a un Magéo qui doit être réalisé sur l'Oise, des aménagements fluviaux et au niveau des canaux. Eh bien, c'est à cela que nous devons agir, sur lequel nous devons agir tout de suite. Et je suis convaincu que si, pour demain, nous savons réunir nos efforts et financer ces opérations à l'intérieur du port, sur le fluvial et sur le ferroviaire, on a parlé de Serqueux-Gisors tout à l'heure, eh bien, on a encore beaucoup d'atouts, mais il faut le faire et il y a urgence à le faire. Merci beaucoup, Charles Revet. Donc, il faut agir et agir vite. Je me tourne vers vous, Redé. Je vais essayer de le redire. Van dire une non, mais vous dites c'est bien même quand je ne le dis pas. Donc, il faut agir vite. On parle des pistes du fluvial, on parle des pistes du ferroviaire. Agir vite, c'est-à-dire c'est-à-dire, moi je suis rentré là en refusant le franco-français et en préférant partir d'un constat, c'est que pour moi le premier port français, déjà aujourd'hui, c'est Anvers. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du côté fluvial, du côté fret, ferroviaire, j'étais maire de Roubaix 20 ans. J'ai vu toute la grande distribution, toute la diaspora, Auchan et compagnie. La route. Hein? Et donc, je préfère quand même dire qu'il y a, du point de vue de l'ancien vice-président à l'aménagement du territoire régional que j'ai essayé d'être, il y avait d'abord un problème d'aménagement du territoire. Et donc on a pris le problème de manière pragmatique.
c'est-à-dire la façade nord, c'était un port d'État, plus un port régional, issu lui-même de la fusion de Boulogne et Calais, paraissait utile, comme l'avait fait le Havre et la façade de Seine-Maritime, d'unifier la façade et de favoriser là-dedans l'entrée et la place de la région. Parce que je le dis à ceux qui veulent défendre coûte que coûte le port d'État, je le dis, vous n'empêcherez pas, et heureusement on voit les statuts évoluer, vous n'empêcherez pas aujourd'hui, j'ai été rapporteur de la loi NOTRe et de la loi sur les métropoles, vous n'empêcherez pas effectivement les régions qui ont la compétence en matière de schéma régional d'aménagement du territoire, vous n'empêcherez pas, et c'est heureux comme cela, les régions qui sont chargées de faire le schéma de développement économique de leur territoire, eh bien, d'avoir envie de participer et de se sentir associés au développement portuaire. Donc, première préconisation, unifier une façade qui était segmentée. Deuxième préoccupation, puisqu'on partait d'Anvers, moi je me suis appliqué à dire il faut que le gouvernement français gomme toutes les distorsions qui existent en matière réglementaire, en matière fiscale ou autre avec la Belgique. Et il y en a, et on n'a pas encore fait le tour. Mais c'était vrai de l'autoliquidation de la TVA, c'était vrai d'un certain nombre de remarques sur les régimes fiscaux, c'était vrai également, et là il y a encore quelques progrès à faire parce que le franco-français en rajoute, il faut pour le même dossier à Anvers, en termes de recherche de crédit européen, 6 mois, là où la France met 2 ans. En matière de ICPE, autorisation de construire, réglementation environnementale, etc., c'est même qu'il faut saluer comme au Havre la volonté de gagner du temps avec leur histoire de tapis roulant réglementaire, c'est-à-dire qu'à blanc, sans connaître le preneur, ils préemptent et instruisent des demandes d'autorisation qui leur permettent de gagner du temps d'instruction, mais il n'en demeure pas moins vrai. Et c'est ce qu'a fait tout le rapport, c'est de dire la clause, comme on appelait naguère quand j'étais en fac, la clause de la nation la plus favorisée. Plaçons-nous déjà au niveau de ce que la Belgique a obtenu et rétablissons un véritable aménagement du territoire. Parce que la mayonnaise prenait, parce que gauche et droite confondues, les binômes de parlementaires se sont entendus, suffisamment rare en France pour être souligné. Mais vous le faites. Effectivement, il y a une fenêtre de tir qui est apparue au niveau de la politique gouvernementale, et donc on essaye de la saisir. Moi je le dis très franchement, tout socialiste que je suis, bon, même si je veux bien prêter à Vidalis, secrétaire d'État, une volonté de relancer le fret ferroviaire, mais il y a loin de la coupe aux lèvres quand vous regardez les mesures et les crédits qui sont aujourd'hui affichés par rapport aux objectifs qu'il faudrait pouvoir atteindre. De la même manière, je rappelle quand même, parce que les gens oublient la perspective, on a encore besoin d'investissements lourds pour permettre justement de développer le fret ferroviaire et le fluvial. Et Seine-Nord s'intègre là-dedans. Donc moi je suis un chaud partisan de Seine-Nord parce que je n'envisage pas un développement économique qui oublierait, je dirais, de relier l'économie rhénane et l'économie méditerranéenne. Mais je le dis d'avance, on produit dans le rapport sur la façade nord, on produit un rapport d'audit qui vient d'Anvers. L'Interland anversois, il est carrément au Havre et à la Seine, vous embêtez pas, il va jusqu'à Munich, et il prend une bonne partie de la Hollande. Nous ne sommes pas encore là. Alors après, les verrous à faire sauter, c'est ce qui ont été dit. Moi je pense
qu'il faut aller prudemment, mais il est évident que la question de la domanialité publique est une question qu'il faut aborder. Il y a d'ailleurs une table ronde qui démarre avec des juristes cet après-midi sur le sujet. Moi, je souhaite aller le plus loin possible pour qu'un véritable aménagement du territoire qui donne toute sa place à l'État, aux régions et, permettez-moi de le dire, aux acteurs économiques, et c'est cette dynamique-là qui existe aujourd'hui dans la région Hauts-de-France, eh bien, puisse voir le jour sur le modèle observé à Anvers. Vous connaissez le proverbe néerlandais? Moi, je suis plus méditerranéenne, mais moi, je vous le dis, le proverbe néerlandais, il est simple. Dieu a créé la terre, les Hollandais, la Hollande. En clair, unissez-vous, milieu économique, collectivité territoriale, État, pour vouloir, sur la durée, une stratégie de développement de la logistique et du portuaire. Merci beaucoup. En même temps, les Néerlandais sont venus nous donner quelques conseils aussi tout à l'heure, vous voyez. Ouais. Donc, ils pensent aussi à nous. Je me tourne vers la façade méditerranéenne, si vous voulez bien, et je pense que vous allez, si vous voulez bien prendre un micro, parce que autant vous n'aviez pas forcément besoin de micro, je suis sûre qu'on vous l'a coupé tellement vous aviez une voix qui portait. Autant, en général, les autres personnes ont besoin de micro. Christine Cabot-Vérel, vous, en tant que présidente du directoire du Grand Port Maritime de Marseille, qu'est-ce que vous avez mis en place justement dans cette perspective de développer ces flux? Alors d'abord, je pense qu'avant de parler de ce qu'on met en place, il faut s'attacher à voir ce qui se passe sur la scène internationale et ce qui se passe dans le transport maritime en général. Les ports français ont probablement pris un petit peu de retard dans les années 2000. Il ne faut pas rater le nouveau virage qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer par rapport aux clients, c'est une chose très importante. D'abord, les compagnies maritimes ont ralenti, c'est-à-dire que la vitesse des navires maintenant est passée de 24-25 nœuds à une moyenne de 18. Ça veut dire que la chaîne logistique, si on ne trouve pas un autre moyen de la mettre en place, va s'allonger, et ça, les clients n'en veulent pas. Donc, ils sont demandeurs de solutions qui vont permettre de continuer à raccourcir cette chaîne logistique, première chose. Deuxième chose, on parle beaucoup d'Anvers, de Rotterdam et du Nord Europe. Il faut savoir aujourd'hui que il y a 77 millions de conteneurs qui sont échangés annuellement sur les ports européens sud et nord, et que de ces 77 millions de conteneurs, il y en a plus de 30 millions qui sont concentrés sur 3 ports, dans une zone géographique qui est finalement limitée. Et que donc, quand on parle d'Interland, quand on parle de fluidité de la marchandise, avec Rotterdam avec 12 millions de conteneurs, Anvers avec 9 millions de conteneurs, la question n'est pas tellement de savoir comment les traiter pour les charger et les décharger des navires, mais la question est de savoir comment on les achemine. Et ça commence quand même un tout petit peu à coincer. Il y a donc là une fenêtre de tir pour les ports français que je suggère que nous ne rations pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui à voir comment travailler avec les clients pour leur proposer des chaînes logistiques qui leur permettent de compenser partiellement les effets du ralentissement de la vitesse de croisière des navires. Et là, il y a des choses à faire, j'y reviendrai. Et puis, leur proposer des alternatives en matière de transport massifié, de transport ferroviaire, en utilisant des points d'entrée et de sortie qui soient un peu différents de Anvers-Rotterdam, Rotterdam-Anvers, parce que même les Hollandais, même les Belges commencent à avoir du mal à pouvoir traiter des flux ferroviaires et des flux de camions à cette échelle-là de marchandises à traiter. Alors, sur cette base-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, à Marseille, Marseille-Fos, d'abord, je suis bien contente qu'on commence à parler un peu de la façade sud, parce que depuis ce matin, j'entends beaucoup parler de la façade nord. Vous savez que la France a des ports aussi dans le sud. Voilà. Donc nous, à Marseille, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, à Marseille, on a travaillé sur, évidemment, en matière d'infrastructure et d'infrastructure de plateforme portuaire, il y a des choses à faire. Nous allons concentrer à Marseille-Fos dans notre projet stratégique un peu moins de 50 millions d'euros sur notre capacité d'autofinancement, entre autres, mais aussi dans le cadre d'aide avec le CPER, à rendre plus performantes nos plateformes portuaires de manière à pouvoir faciliter le chargement de trains complets en arrière des terminaux de conteneurs. On est sur des choses assez basiques. On n'est pas tout de suite dans l'obligation de dépenser des centaines de millions d'euros,
Il y a de la capacité ferroviaire disponible au départ des ports, en tout cas à Marseille, on n'est pas à saturation. Et il y a de la réserve de circulation des trains, notamment de marchandises. Il faut arrêter de penser, il y a des idées reçues comme ça qui consistent à dire « Ah là là, les ports sont saturés, on ne peut plus faire circuler de trains de marchandises ». C'est totalement faux. Il y a de la capacité pour massifier des trains. Je vous parlais tout à l'heure de cette chaîne logistique. Il y a des choses qu'on a faites aussi cette année à Marseille qui sont passées un peu inaperçues. C'est qu'on fait partie d'un programme européen qui s'appelle le Fresh Food Corridor, et ce programme européen justement met en place une chaîne logistique nouvelle sur l'exportation des produits frais en provenance d'Israël à destination de Rotterdam. Un tout navire Haïfa-Rotterdam, c'est environ 13 à 14 jours de mer, et on a lancé en coopération avec des exportateurs israéliens, avec des opérateurs ferroviaires, avec des manutentionnaires, avec le port de Marseille, une expérience logistique qui consiste à faire passer des conteneurs par le port de Fos et à les amener par train de Fos à Rotterdam. Et en faisant ça, nous avons fait des trains pilotes, des trains tests cette année, et on a réduit le temps de trajet de 14 jours à 6 jours en passant par le port de Fos. Voilà un exemple de nouvelle chaîne logistique qui va dans le sens des besoins des clients parce qu'ils veulent raccourcir leur chaîne logistique, notamment pour les produits qui ont une shelf life un peu limitée. Donc mettre en place des nouvelles solutions innovantes, très ciblées, écouter le client, participer au montage de ces solutions et donc de décliner de nouvelles solutions logistiques. Et là-dedans, les ports français ont clairement, c'est là que la positionnement géographique prend tout son sens, et les ports français ont clairement un rôle à jouer. Alors, c'est extrêmement pragmatique, hein, c'est le petit bout de la lorgnette, mais on est dans des choses qui peuvent être réalisées de façon tout à fait assez facile. Moi, Monsieur Genestier sait ce que je vais lui dire, donc moi je suis un peu, décontenancée par la frilosité des entreprises ferroviaires françaises, qu'elles soient publiques ou privées. Je suis décontenancée par la frilosité des opérateurs ferroviaires que nous avons en France, à ne pas travailler, à mettre en place des solutions ferroviaires un peu innovantes. Et je suis aussi c'est une question de moyens, tout simplement. On va y revenir. C'est une question de moyens, mais mettre en place... On n'est pas dans une infrastructure lourde, on est dans le lancement d'un train régulier entre un point et un autre point. On n'est pas dans un investissement... Comment vous expliquez cette frilosité? Alors, cette frilosité, elle vient du fait... Alors, je finis pour la frilosité, parce que je veux aussi m'adresser aux privés qui nous ont interpellés tout à l'heure. Je trouve que certains opérateurs privés, et notamment des compagnies maritimes, sont aussi un peu frileuses dans le partage de la mise en place de certaines solutions logistiques innovantes pour pouvoir gagner des parts de marché, parce qu'elles mettront en place aussi un raccourcissement globalement de la supply chain et du trajet en door-to-door. Tout ça pour dire que je pense qu'une des missions des grands ports maritimes, des GPM, c'est justement de tenir ce rôle. On a parlé de maillon tout à l'heure. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus qu'un maillon. Et si on est un maillon, on est le maillon central, parce qu'on est au cœur de toute cette démarche logistique. Et donc, je pense qu'il faut que nous jouions à plein ce rôle de coordonnateur de la chaîne logistique. Et j'invite les entreprises ferroviaires, les opérateurs ferroviaires, les compagnies maritimes, les opérateurs du privé, les clients à la fin, à venir s'asseoir autour de la table avec les directoires des grands ports maritimes pour pouvoir travailler et mettre en place des solutions logistiques innovantes basées sur un transport massifié, et trouver ensemble les relais et les points et les aides financières, évidemment, parce qu'au bout du compte, on parle finalement de lancer des produits qu'il va falloir accompagner, et nous, en tant que grand port maritime, on peut tout à fait essayer d'accompagner financièrement, à condition qu'on emporte... Il faut que ça fasse sens. Il faut que ça fasse... Et puis aussi, il faut que ça soit partagé, c'est-à-dire qu'il faut que l'effort et le risque soient partagés entre les opérateurs. Mais ce rôle de coordonnateur, il faut absolument qu'on le joue, et il faut absolument qu'on soit tous ensemble dans cette démarche, de réfléchir à ce qui peut être fait. Il y a des gains de valeur ajoutés pour tout le monde. Je n'ai pas interpellé les manutentionnaires, mais je le fais aussi maintenant, parce que c'est aussi pour eux une façon de pouvoir attirer et faire venir des trafics et mettre en place, encore une fois, des solutions innovantes. Donc, il y a des choses qui sont faites. On a parlé de l'autoliquidation de la TVA. Ça va évidemment dans le bon sens.
Il y a cette consolidation de l'action commerciale des ports qui va évidemment dans le bon sens. Et il y a ce lancement de ces actions extrêmement ciblées. On est vraiment dans du pragmatisme absolu. Les GPM sont là, encore une fois, pour jouer ce rôle d'architecte de solutions logistiques. Il y a un alignement des planètes, parce qu'il y a aujourd'hui une demande sur le marché, il y a une demande des clients. Trouvez-moi des solutions pour raccourcir mes délais logistiques. Donc voilà, il y a des actions de long terme, il y a des actions de moyen terme, mais il y a aussi des actions de court terme. Et ces actions de court terme, je pense qu'il faut les lancer, et c'est maintenant. Merci beaucoup pour votre énergie.